Bonjour et bienvenue sur mon podcast Welcome Back to Work, le podcast où on parle sans tabou de burn-out. Je suis Marilyn Combalo, je suis coach, consultante, formatrice et je suis votre allié contre l'épuisement professionnel. J'accompagne les personnes en burn-out dans leur reconstruction et j'interviens en entreprise pour prévenir l'épuisement professionnel. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le burn-out reste méconnu malgré sa médiatisation. Ce podcast est pour vous qui vivez un burn-out afin que vous ne vous sentiez pas seul et que vous ayez des clés de compréhension sur le tsunami que vous êtes en train de vivre et le chemin à emprunter pour vous reconstruire. Il est également pour vous qui êtes dirigeant, manager, RRH et qui souhaitez vous informer sur ce syndrome et avoir des pistes de réflexion sur la manière de prévenir l'épuisement professionnel ou de mieux l'accompagner. Vous découvrirez ici des témoignages inspirants, des interviews d'experts et des réponses aux questions que vous vous posez. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Astrid Le Fur, qui est coach professionnelle, formatrice et autrice du livre Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. Bonjour Astrid. Bonjour Marilyn. Écoute, bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast qui parle sans tabou du burn-out. Et avant de commencer, peux-tu te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent pour dire qui tu es et ce que tu fais? Hmm. Alors, qui je suis et ce que je fais? Donc aujourd'hui, j'interviens à la fois auprès des personnes qui s'épuisent au travail, qui ont envie de se créer une vie plus épanouissante et de transformer ce burn-out en une opportunité d'une renaissance. Ça, c'est ce que je dis le plus souvent. Donc, c'est vraiment ces personnes qui ont envie de faire cette transformation. Et j'interviens aussi auprès des entreprises qui ont envie de créer un environnement performant et durable où les personnes peuvent s'épanouir sans s'épuiser. Dans mon histoire, peut-être dans qui je suis ingénieure de formation et a priori, rien ne me prédestinait à aborder ce sujet du burn-out. Et ce que j'aime à dire, c'est que c'est le sujet qui s'est intéressé à moi à l'époque en 2016, quand j'étais responsable de programme de recherche et que du jour au lendemain, je n'ai pas pu retourner au travail et que je me suis posé tout un tas de questions. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé pour moi avec le burn-out. J'ai commencé par faire de la recherche sur le sujet, d'abord pour moi, parce que je me retrouvais en arrêt de travail. D'accord, donc tu dis que c'est le burn-out qui s'est intéressé à toi. Oui, c'est comme ça que je le mentionne, puisque au départ, j'avais bien entendu parler du mot, mais c'était vraiment quelque chose qui me semblait extrêmement éloigné de ma vie, ce qui montre à quel point c'est un syndrome du déni. Et les Mhm. personnes qui s'y retrouvent confrontées sont très souvent complètement perdues et ne comprennent pas comment elles ont pu se retrouver épuisées au travail. Complètement. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est en fait là dans ton titre, dans le livre que tu as écrit, c'est du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la renaissance. Alors pourquoi tu as choisi ce titre? Alors en fait, c'est un jeu de mots qui en fait m'est apparu justement quand je me suis retrouvée en arrêt de travail au moment où mon médecin m'a dit que j'étais épuisée. Ce jeu de mots s'est formé directement dans ma tête, un jeu de mots en anglais, un burn, donc la brûlure du burn-out, et puis born, l'idée de renaître. Et très rapidement, je me suis dit, bon, je vais, c'est quelque chose de difficile, mais je vais être en capacité de le transformer. Je ne savais pas comment. Mais j'avais cet espoir en moi que c'était une possibilité. Et c'est ce que je partage au tout début de mon livre. Si vous avez ne serait-ce qu'une étincelle qui croit que vous allez pouvoir transformer cette expérience difficile en quelque chose de bon pour vous, accrochez-vous à cet espoir-là. Et ce jeu de mots du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la renaissance, donc renaissance en français pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est vraiment l'intention que j'ai aussi bien dans ce livre ou dans les accompagnements que je fais. Et toi, justement, tu estimes que pour toi, ça a été une renaissance, ce burn-out? Oui, vraiment, ça a ouvert beaucoup de portes qui étaient fermées auparavant de par mes propres pensées, schémas limitants. Et c'est vrai, c'est pour ça que je parle très souvent d'une opportunité. Donc, je dis pas une chance parce que quand même, c'est difficile à vivre et on le souhaite à personne. Mais c'est quelque chose qui est imprévu, qui arrive dans notre vie et on est en capacité de le saisir pour changer des choses profondes dans notre façon de fonctionner.
Et donc, en ce sens, quelque part, le fait d'avoir une perte complète de ses repères, que tous nos schémas en lien avec le travail tombent d'un coup, eh bien, on a l'opportunité d'en reconstruire des nouveaux avec notre regard mature d'adulte, parce qu'on s'est construit enfant avec tous les éléments de la société et de notre éducation, aussi bien qu'on pouvait, et ce qui a créé une certaine pensée du travail avec tout un tas de schémas qui sont liés à la société, hein, le fait que c'est très important de travailler, de donner le meilleur de soi-même, que c'est un devoir pour la société ou que ce que les autres attendent de nous est très important. Donc ça, c'est des schémas qui sont en général très ancrés. Et le fait que tout tombe par terre et qu'on se retrouve face à la mort, ça fait peur aux personnes, mais le burn-out, ce que j'aime à dire, c'est que c'est le corps qui s'arrête avant la mort. Il nous envoie un signal de survie qui nous dit non, mais si tu continues comme ça va mal se terminer. Et donc, ça nous permet de refaire une hiérarchie de nos valeurs et de se dire, bon, bah, finalement, ces éléments, comme le fait de faire très bien mon travail, de répondre aux attentes, je les avais mis comme des choses très importantes dans mes valeurs, mais après tout, c'est peut-être pas si important que ça. Donc, on revoit son système de valeurs et c'est en ça que quelque part, on change profondément. J'aime bien ce que tu dis en disant que c'est une opportunité et non pas une chance, parce que c'est vrai que des fois on entend des gens qui disent que ça a été une chance, et j'ai le même constat que toi. C'est-à-dire que moi aussi je trouve que enfin, en tous les cas pour moi, ça n'a pas été une chance parce que je trouve que ça a été extrêmement douloureux à vivre. Donc je le vis pas quand même comme une chance, mais effectivement c'est pour moi aussi une opportunité d'en faire autre chose. Donc je le vois comme toi, un peu plus comme une opportunité. Et par contre, ce que tu m'as dit là, ça résonne aussi parce que je me souviens très bien quand j'ai été voir mon psy, qui m'a dit en fait quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a dit ce burn-out est en train de vous sauver la vie. Donc tu vois, c'est pareil, ça résonne avec ce que tu es en train de dire complètement. Mm. C'est un écho, je trouve, qui est intéressant parce que ça évite aussi de se sentir coupable ou négatif vis-à-vis de cet événement. Et j'aime bien cette phrase qui dit que notre corps, à tout moment, fait tout ce qu'il peut pour être aidant pour nous, pour être bénéfique, même si parfois, ce qu'il peut faire, eh bien, c'est le fait de nous arrêter. C'est son meilleur outil, mais c'est pas contre nous, parce que parfois, les personnes ont l'impression que c'est leur corps qui les a trahis et que c'était à l'encontre d'eux, mais en fait, c'est plutôt le corps qui les a sauvegardés, exactement comme tu viens de le partager là comme un élan de survie, de dire non, il faut que ça change, il faut que je lui indique que là, c'est pas la bonne direction. Ça peut pas marcher comme ça. Complètement. Alors justement, ton livre, il a les 7 étapes vers la renaissance. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces 7 étapes? Oui. Peut-être déjà comment ces 7 étapes sont nées. Hmm. Donc elles sont nées d'un schéma où je faisais des interviews de personnes et je me suis rendu compte qu'on suivait tous le même schéma. Et à mon tour, parce que je parlais du sujet, il y a des personnes qui me posaient des questions et à un moment, je me dis, bon, bah attends, je vais te faire un dessin. Donc, c'est comme ça que le schéma est né et c'est un peu mon esprit ingénieur de catégoriser, classifier, même si dans la vraie vie, il y a pas de barrière d'une étape à l'autre, hein, on y passe sans s'en rendre compte. Mais l'idée, c'était vraiment de faire du sens pour se dire où est-ce que j'en suis dans le burn-out. Et une fois que j'ai compris où j'en suis, je sais ce que je peux faire pour aller mieux. Parce qu'à chaque étape, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, la première étape, c'est celle que j'appelle l'euphorie. Alors, c'est un mot plutôt sympa. Et parfois, on me dit, mais Astrid, ça n'a rien à voir avec le burn-out. Qu'est-ce que ça fait là? Pourtant, ce dont on se rend compte, c'est que tous les schémas dont on a parlé avant, ils viennent s'implanter dans une période où tout va bien, où nos pensées sont autoconcordantes et donc le schéma effort, résultat, récompense marche bien. Et donc on ancre cette habitude de performer, d'être reconnu et le fait d'apprécier être un super-héros du travail ou d'être reconnu par les autres ou par nos pairs. Et donc ça, c'est cette phase-là où on va ancrer tous ces éléments. Non seulement l'individu va prendre l'habitude de performer, mais son environnement va aussi prendre l'habitude d'un certain niveau de performance. Donc c'est pas que pour l'individu, c'est aussi vrai pour son environnement. Et c'est ce qui fait que la personne, alors qu'elle va commencer à dysfonctionner, va être dans le déni. Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours marché ce comportement-là. Donc, ni l'individu, ni son entourage ne voient pourquoi ce serait différent un jour de plus être capable. Il y a aussi cette pensée assez française qu'un objectif doit toujours être supérieur au précédent pour être challengeant.
Donc, on monte dans cette phase d'euphorie, on monte la barre toujours un petit peu plus haut et tout le monde trouve ça normal, et la personne elle-même et son environnement. Et donc, quelque part, on crée dans cette phase-là les conditions qui font que le burn-out va arriver par la suite. Phase 1, donc l'euphorie. Phase 2, le burn-in. Ça, c'est un mot qui est déjà connu. C'est la personne qui commence à s'épuiser. Le stress devient chronique. Et donc, il y a plusieurs étapes d'ailleurs dans le stress chronique qui sont décrites dans la littérature. Et petit à petit, la personne va commencer à s'épuiser. Au milieu de cette phase de burn-in, on va trouver le moment de l'apogée du super-héros, le moment où le stress est très présent, mais la personne est baignée d'hormones et c'est le moment où elle est paradoxalement le plus efficace. C'est le moment où il faudrait s'arrêter et se dire non, ben, je reviens en arrière et c'est encore possible. Et en même temps, comme la personne a l'air d'être incroyablement performante, ni elle ni son entourage n'ont envie que ça s'arrête. Et c'est comme ça que petit à petit, la phase de stress chronique va générer des dérèglements hormonaux qui vont se retrouver à différents endroits du corps ou dans le comportement. Petit à petit, la personne va s'épuiser, mais en compensant de façon à ce que ce soit invisible pour l'extérieur. Donc, cette phase de burn-in, c'est la phase de déni où ni la personne ni son entourage ne voient que c'est en train de dégénérer et qu'en fait, il faudrait s'arrêter là, mais que ça ne se fait pas. Alors, si jamais la personne est alertée, lève le pied, il y a des étapes de stress où c'est encore possible de revenir en arrière sans passer par la phase burn-out. La plupart du temps, c'est quand les symptômes deviennent graves que les personnes s'alertent ou que ça devient visible à l'extérieur. Et en général, c'est déjà trop tard. La phase suivante arrive, qui est celle que j'appelle la chute du burn-out. C'est le moment où la personne n'est plus capable d'aller au travail. Donc, on voit qu'en fait, la séquence burn-out, elle a commencé des mois avant le moment où la personne n'est plus capable d'aller au travail. Ça n'est que le moment de la chute, qui est à peu près au milieu de la courbe, que se révèle aux yeux de la personne et des autres le fait d'être épuisé. Après la chute, il y a la phase de décompression. Ce dessin, je l'ai fait en premier lieu pour parler de cette phase de décompression, parce que moi, à l'époque, dans ma pensée, quand j'étais pas bien, j'allais voir mon médecin qui diagnostiquait quelque chose, me prescrivait au nom des médicaments et après, j'allais mieux. Or, cette particularité du burn-out, c'est qu'au moment où on pose le diagnostic, au moment où la personne s'arrête, elle ne va pas mieux juste après. Au contraire, il y a vraiment une phase de perte d'énergie, de douleur, d'état d'esprit dépressif. D'ailleurs, parfois, il y a écrit état dépressif sur l'arrêt de travail pour cette raison-là, même si ce n'est pas une dépression, qui suit le moment de la chute. L'image que j'utilise, c'est par exemple celle d'un marathon. Quand les personnes courent un marathon ou un trail, peu importe, à la fin de la course, elles vont pas très bien, elles sont fatiguées, etc. Mais c'est souvent après avoir passé la ligne que là, elles s'écroulent par terre et qu'elles ont mal partout. Parce que la douche d'hormones s'arrête d'un coup et donc on ressent tout ce qu'on a retenu pendant des mois de stress chronique. Phase de décompression, où là, la seule consigne, c'est de faire rien, et c'est déjà très difficile, c'est-à-dire lâcher prise et accepter. L'étape d'après, une fois qu'on a récupéré un peu d'énergie, c'est celle que j'appelle la reconstruction, pardon, la récupération. Cette phase de récupération, c'est la phase où c'est le moment de prendre soin de soi, d'aller se soigner thérapeutiquement de diverses manières, chacun choisit les siennes, et de commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, pour renouer avec des émotions positives. À la fois avec le plaisir des émotions positives, mais aussi avec le corps. Les personnes qui vivent des burn-out, ce ne sont pas des personnes qui s'écoutent trop, ce sont des personnes qui ne s'écoutent pas assez. Dans cette phase de récupération, c'est le moment de recréer ce lien à travers des sports doux, des choses qui nous font plaisir ou du bien physiquement et psychiquement. Une fois qu'on a récupéré de l'énergie, c'est seulement à ce moment-là que vient le moment de se reposer la question du travail. C'est la phase de reconstruction. Dans cette phase de reconstruction, c'est le moment où on peut se demander mais qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là, à la fois dans mes schémas et dans mon environnement de travail. Qu'est-ce que je décide de changer pour changer mon rapport au travail ou éventuellement mon environnement. C'est le moment où les gens vont se poser la question, est-ce que je retourne à mon poste ou pas? Si j'y retourne, dans quelles conditions?
Si j'y retourne pas, alors souvent c'est le vide sidéral. Pour faire quoi? Et puis ça génère tout un tas de nouvelles questions. Ça, c'est la partie reconstruction. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'étape de la nouvelle vie. Et pour ceux qui verront le schéma, l'étape de la nouvelle vie, je l'ai dessinée volontairement plus haute que l'étape de départ. Donc, ça fait comme une courbe en V, comme une falaise dont on tombe, avec cette idée dont on parlait en introduction, que oui, la vie après le burn-out peut être plus belle que celle d'avant, notamment grâce à ces phases de récupération et reconstruction où on s'est posé tout un tas de questions et on a recréé son système de valeurs, notamment ceux en lien avec le travail, mais en général, ça change aussi notre comportement dans la vie en général. C'est très intéressant. Et comme tu l'as dit, c'est important de revoir son rapport au travail. Parce que le burn-out, on sait qu'il touche des personnes qui sont très engagées, qui aiment leur travail, sur qui on peut compter et qui se portent bien souvent volontaires pour des nouveaux projets et qui font un travail de qualité. Et comme elles sont toujours partantes et donnent beaucoup, elles sont souvent sollicitées et certains managers peuvent en user et parfois même en abuser selon les témoignages que je reçois. Et en même temps, quelque part, la personne contribue à cette dynamique bien malgré elle, hein, mais parce qu'elle aime faire plaisir, elle est à fond et elle a du mal à dire non quand on la sollicite. Mm. Donc, Donc, tout à fait, c'est un système qui se nourrit bien entre la personnalité de l'individu qui dit oui parce que ça lui fait plaisir de participer, parce que c'est un challenge et qu'il aime les challenges ou quelles que soient les raisons. D'ailleurs, on voit qu'il y a un profil particulier des personnes qui sont plus à risque de vivre un burn-out et l'environnement à qui ça convient tout à fait comme comportement. C'est en général d'ailleurs plutôt des profils très valorisés en entreprise. complètement. Alors, c'est vrai qu'il est important aussi de dire que le temps de la reconstruction, il est propre à chacun. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain et des fois, ça peut prendre des mois, voire davantage pour certains. Et parfois, c'est vrai que cette temporalité, elle est compliquée à vivre pour les personnes qui avancent habituellement tambour battant. Et en même temps, elle est nécessaire pour se reconstruire. Hmm. C'est vrai que c'est souvent une des questions qu'on nous pose, c'est combien de temps est-ce que ça va durer? Et en fait, on n'a pas de réponse Mm. parce que ça dépend de chacun, ça dépend d'à quel point on s'est usé, des ressources que l'on a aussi pour rebondir, personnelles et puis autour de nous, des gens qui vont nous aider ou pas. Moi, j'aime bien répondre à cette question 3 mois, ce qui est une réponse fausse, mais 3 mois, c'est suffisamment court pour que les personnes ne soient pas catastrophées au départ et donc acceptent quelque part de se dire, bon, 3 mois, c'est acceptable, et en même temps suffisamment long pour lâcher le travail. Parce que si on mentionne 2 semaines ou 3 semaines, là, personne n'a lâché et on est toujours en train de penser à comment se réorganiser pour le travail. Dans la réalité, c'est exactement ce que tu as mentionné. Ça va durer plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Et puis, il y a aussi malheureusement des personnes qui ne retourneront jamais dans le milieu du travail. Mm. Mais ce que je remarque, c'est que c'est quelque chose de très difficile à accepter au départ. Donc, avoir un temps, je mets des guillemets, relativement court en comparaison à la réalité vécue, c'est souvent plus aidant pour se projeter au départ. Et puis, une fois qu'on a pris conscience que l'arrêt était indispensable, c'est plus facile d'accepter que le temps est indéfini et que ça dépend de chacun. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vrai que déjà, quand on te donne le premier arrêt de travail en te disant que tu vas être arrêté un mois, déjà, ça semble fou. Alors, si on te disait dès le départ que potentiellement tu peux être arrêté 9 mois ou davantage, là, je pense que pour le coup, tu dirais non, mais il est complètement dingue, je retourne plus le voir, quoi. Donc, je pense que c'est mieux effectivement de ne pas savoir au départ, mais de se dire que oui, ça va prendre du temps, mais que en même temps, comme on fait le chemin, on mature, hein, au fil du Mm. temps, et après, on se rend compte qu'en fait, c'est nécessaire. Mais au tout début, on n'est pas prêt à l'entendre, c'est vrai. Mm. Alors justement, dans ce travail de reconstruction, ce qui est important, c'est de reprendre confiance en soi. Toi, avec les personnes que tu accompagnes, comment tu fais pour qu'elles retrouvent cette confiance en elles peu à peu? Alors, il y a plusieurs étapes et ça va dépendre de chacun. Euh, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est déjà de revenir à soi, notamment dans cette période de récupération, juste en prenant du plaisir et en faisant des choses qui nous font plaisir. Ça nous permet, sans enjeu compliqué,
de se reconnecter avec des choses simples, au fait d'être fier de soi, de se dire, ah ben tiens, je sais pas, j'ai fait de la peinture pour me faire plaisir, et finalement quand je regarde mon tableau, waouh, c'est chouette ce que j'ai été capable de faire. Ou j'arrivais plus à sortir parce que j'avais des douleurs et ben, j'ai été capable de faire un petit tour d'une demi-heure et je suis contente d'avoir réussi à faire ce pas-là. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes qui sont dans la phase de récupération que j'appelle se reconnecter au plaisir et aux émotions positives qui incluent la fierté sans se mettre des challenges. Donc évidemment, la fierté, c'est pas pendant un arrêt de travail de se dire je vais faire un nouveau trail et m'entraîner. Pas du tout, c'est sur des petites choses. C'est la première étape qui est importante. Ensuite, un deuxième moyen, une fois qu'on s'approche de la phase de reconstruction, c'est de se reprojeter sur toutes ces fois où on s'est senti vraiment bien, où on a fait quelque chose dont on était fier, non pas parce que les autres nous ont félicité, mais juste parce qu'on trouvait que c'était bien de faire ça. On est fier pour soi-même, avec nos propres moteurs intrinsèques. Et donc ça, en coaching, on peut utiliser des moyens pour se reconnecter à ces ressources-là, se rappeler ce qu'on avait fait, mis en œuvre et les ancrer de façon à pouvoir les réutiliser par la suite dans son cheminement. Et c'est vrai que j'observe que chez beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais la plupart, l'estime de soi est assez abîmée par le burn-out. Et donc, ça a tendance à effacer tout ce qu'on a pu réussir avant. Alors que paradoxalement, comme on l'a mentionné juste avant, ce sont des personnes très engagées et très performantes. Donc, il y a un besoin de se reconnecter à tous ces succès pour pouvoir récupérer de l'énergie et se projeter de nouveau vers l'avenir. Ouais, tout à fait. Alors, ça me fait penser à quelque chose que j'avais fait. Du coup, je vais donner un exemple personnel. Comme bah, évidemment l'estime de soi était au plus bas quand moi-même je suis tombée en burn-out, j'ai fait un truc un petit peu, bon, c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, je me suis retrouvée en fait à reprendre tous mes entretiens individuels annuels que j'avais eus, à les relire pour voir les remarques qu'on avait pu me faire, parce qu'en fait j'étais dans un tel doute que j'ai eu besoin de relire qu'en fait j'avais pas rêvé tout ce que j'avais pu faire en fait. Et finalement, bon, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que je m'étais dit non, mais ok, donc il s'est passé ça, mais non, ça se passait bien quoi. Et c'est là où on se dit que ouais, l'estime de soi, elle est effectivement au plus bas quand on vit un burn-out, et alors qu'on ne se pose pas forcément sur des choses rationnelles. Donc c'est bien de pouvoir retravailler là-dessus. Mm. Il y a un outil qui peut être utile quand on n'y arrive pas soi-même, parce qu'au début, parfois, c'est bloqué. On peut aller demander à des proches euh, qu'est-ce qu'ils trouvent d'extraordinaire chez nous. Pas nos Mm. défauts et qualités, hein, parce que sur les qualités, on obtient elle est bien gentille ou bon, ça ne nous aide pas. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent d'extraordinaire chez nous? Ou si, s'ils font appel à nous, c'est pour faire quoi? Ça nous permet de nous voir à travers les yeux des autres. Et parfois, quand on a du mal à se voir soi-même, le fait d'avoir le regard des autres, ça nous aide. Et ça m'a fait penser à ça, ce que tu as décrit sur le fait de relire c'est quelque part aussi le retour que tu, à travers le regard du manager à ce moment-là, qui te permet de réancrer et de t'assurer que c'est pas faux, mais que c'est vraiment réel. Ouais, c'est ça. Donc c'était à l'époque ce que j'avais fait. Et maintenant, c'est vrai que ce que j'aime bien faire, moi, avec les personnes aussi que j'accompagne, c'est le parcours de vie, en fait. C'est de voir ce qu'ils ont pu faire, effectivement, jusqu'à présent et de voir les choses qui ont été bah, porteuses dans leur vie et qui leur a servi, parce qu'on a tous eu des galères hein, dans la vie, forcément, avec des choses à surmonter, et de voir que oui, ils ont été capables à un moment donné de surmonter des choses et de pouvoir continuer et à avancer. Et ça, je trouve que c'est, en règle générale, ça a un bon impact pour les personnes parce qu'elles se disent que oui, elles ont été capables de faire des choses et que si elles ont été capables, elles seront encore capables de faire. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Enfin bon, ça donne, je trouve, plein d'espérance pour l'après, en fait, tout ça, de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on est au fond du trou que justement, il n'y a pas de possibilité pour pouvoir en sortir. Mm. Alors, je voulais te demander également, donc tu évoques un peu dans ton livre, évidemment, l'importance de mieux se connaître et comment on peut identifier ce qui nous convient professionnellement après un burn-out. Comment faire? Donc ça, c'est vraiment la question centrale en général que les Mm, personnes se posent. Et ce que je leur dis, c'est qu'en premier lieu, c'est important de revenir à soi. Souvent, l'élan, il est vers l'extérieur, en lisant des offres d'emploi, etc. Or, le premier élan, il doit être vers l'intérieur.
en se posant notamment les questions sur les talents et les valeurs. Donc les talents, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous faites spontanément très bien. Quand vous le faites, c'est performant, vous y trouvez du plaisir et c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'acquis ou d'appris. Euh, ça permet de centrer ce que vous allez faire par la suite sur ce que vous faites déjà spontanément bien, donc qui ne va pas vous épuiser et où vous allez vous sentir bien quand vous êtes aligné avec ça. Les valeurs, c'est ce qui est important pour vous. Très souvent, c'est touché dans le burn-out, c'est-à-dire qu'on va penser à la surcharge, etc. Mais très souvent, c'est pas le fait d'avoir une charge importante, c'est le fait qu'il y a quelque chose dans vos valeurs qui a été touché. Et donc, se poser la question de ben, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est important, ou si je le transforme, à quoi est-ce que je veux contribuer? Ça va vous permettre de diriger soit votre façon de travailler, soit le type de poste auquel vous aspirez. Parfois, on peut être au même poste, mais travailler différemment pour être plus aligné avec nos talents et nos valeurs. Donc ça, c'est le premier élan, revenir à soi. Le deuxième, c'est celui que j'ai ouvert avec les valeurs, c'est celui de repenser notre vision du travail. Souvent, les personnes qui vivent un burn-out ont une vision devoir du travail. Je dois le faire. C'est important pour la société. C'est important de contribuer. Et plutôt que de le voir comme un devoir, de le voir comme une contribution ou un cadeau que l'on fait à la société. Si vous offrez votre temps, votre énergie, votre intelligence à la société, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui aurait suffisamment de valeur pour que vous offriez votre être à cette cause-là? Ça permet, donc, parce que parfois des personnes sont très alignées avec ce qu'elles savent faire, leur talent, mais l'objet final ne contribue pas à quelque chose de vraiment important pour elles. Le fait de le faire, ça permet de développer vos moteurs intrinsèques. Nos moteurs intrinsèques, c'est ce qui nous nourrit nous-mêmes, parce qu'on est satisfait de l'avoir fait, et ça nous permet d'éviter le piège des moteurs extrinsèques, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, le salaire, la reconnaissance sociale, etc. Toutes les carottes et bâtons que l'on peut utiliser dans le monde du travail et qui vont nous pousser à faire plus que ce qu'on aurait fait pour obtenir cette carotte que l'on nous tend plus ou moins consciemment. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est important, voir le travail comme une contribution au monde et non plus comme un devoir. Ça permet de se sentir nourri en retour de l'activité professionnelle que l'on mène. Et puis la troisième étape qui pour moi me semble vraiment importante, c'est d'oser aborder tous nos schémas limitants, nos peurs, nos croyances qui ont tendance à nous fourvoyer dans des projets qui sont assez sécuritaires, mais qui ne nous épanouissent pas. Oui, parce qu'il y a la peur, effectivement, de l'inconnu et parfois on préfère rester dans ce qui est connu, même si c'est inconfortable. Mm. Il y a la peur de l'inconnu, il y a tout ce qui est, toutes les peurs liées à l'argent. J'ai peur si je fais vraiment ce que j'aime de ne pas gagner assez. Ou la peur de l'imposture. Oui, mais moi, c'est pas les études que j'ai fait. Est-ce qu'on va me considérer suffisamment si je change de métier? Est-ce que je vais être capable de reprendre des études ou d'avoir une nouvelle posture? Donc, on a beaucoup de freins internes qui nous poussent à rester dans une zone, même si elle est inconfortable. Et puis c'est intéressant aussi de se poser toutes ces questions parce que des fois, en plus, il faut se poser les bonnes questions parce que des fois, c'est pas le travail en tant que tel qui ne nous plaît plus, mais c'est le contexte dans lequel on fait ce travail qui ne nous plaît plus. Et du coup, ça veut dire que des fois, c'est pas en fait de poste qu'il faut changer, mais ça peut être d'entreprise, mais par contre, de continuer à faire le travail qu'on a toujours aimé. Parce que des fois, on peut en fait un peu faire un amalgame et puis tout mettre dans la même poche et de se dire bah, finalement, j'en vois tout balader parce que j'en ai marre. Alors que finalement, le métier, bah, quelques temps plus tard, on peut se dire bah, il me plaisait quand même et c'est peut-être pas le bon choix que j'ai fait. Mm. Donc, c'est vrai, si je partage un exemple d'une personne que j'ai accompagnée, une personne qui est soignante. Et donc, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, bon, ben, moi, je veux plus jamais être soignante. Dans soignant, il y a soigner et je ne veux plus me nier. Bon, je Mm. trouvais le jeu de mots vraiment super. Elle me dit, par contre, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai fait un bilan de compétences et les métiers qui sortent, c'est tous les métiers en lien avec le domaine du soin et de l'accompagnement à la personne. Et donc, effectivement, en fait, elle avait beaucoup de valeurs qui étaient en lien, elle avait des talents qui étaient en lien.
Par contre, ce qui lui convenait pas, c'était pas du tout le métier, c'était l'environnement et les contraintes dans lesquelles elle devait faire ce travail qui l'éloignaient justement de ses valeurs et de la façon dont elle estimait être le fait de bien faire son travail. Et donc, si je reprends le deuxième point qu'on a partagé tout à l'heure, le fait de penser non plus métier, domaine, mais mission, à quoi je veux contribuer, elle s'est dit, mais moi, ce que je veux faire, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les personnes qui ont des maladies neurodégénératives à mieux vivre cette période de vie, notamment à travers des jeux, des activités que justement elle ne pouvait plus mettre en place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour ça dans les établissements dans lesquels elle était. Donc, quand elle a pris conscience de ça, que ce n'était pas le métier qui l'intéressait pas, mais juste plutôt qu'elle n'avait plus d'espace pour faire ce qui, elle, l'animait dans le métier, elle s'est de nouveau proposée à des établissements et aussi à des particuliers avec cette mission-là en tant qu'animatrice spécifiquement pour les personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Et donc, elle a pu aligner ce qu'elle voulait proposer à son discours. Parce qu'en fait, ce qui ne marchait pas, c'est que si elle se proposait en tant qu'infirmière ou aide-soignante, ben forcément, elle avait des postes qui étaient déjà cadrés, qui ne lui correspondaient pas. Alors que si elle se propose en tant qu'animatrice, notamment là en gérontologie sur ce type de maladie, ben, elle a spécifiquement la mission qui l'intéresse. Ah, c'est génial ton exemple. Et par rapport à ça, justement, tu conseilles de faire un bilan de compétences à toutes les personnes que tu accompagnes? Alors, en tout cas, je leur conseille de réfléchir à ce qui est vraiment important pour elles et à se poser des questions profondes. Après, le format du bilan de compétences est extrêmement carré pour rentrer dans le format, notamment financement CPF. Euh, Ce qui fait que parfois, ben, comme dans l'exemple que je viens de donner là, on n'arrive pas au bon endroit parce que la question est parfois pas assez existentielle. Donc, dans les accompagnements que je fais, moi, je préfère faire du coaching existentiel que du bilan de compétences parce qu'on va aborder les peurs, les freins, l'idée qu'on se fait du travail et sortir du questionnement métier-domaine qui fait partie du schéma classique que l'on a. Et donc, parfois, pas toujours, il y a plein de personnes qui vont, ça va leur permettre de réfléchir, mais parfois, on va passer à côté de certaines questions existentielles de type sens de la vie, valeurs ou croyances limitantes, parce que ça ne fait pas partie du schéma qu'on aborde. Voilà, donc chacun a des besoins différents, c'est important d'être à l'écoute de soi. Euh, voilà, souvent c'est complémentaire. Il y a des gens que j'accompagne qui font un bilan de compétences à côté, il y a des gens que j'accompagne qui ne le font pas à côté parce qu'ils veulent que la dimension introspective. Ok. Et dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu dirais qu'il y en a plus qui retournent dans leur entreprise ou plus qui font autre chose après? C'est une super question. Il y a plus de personnes qui font autre chose après, en particulier quand les personnes viennent par elles-mêmes. Donc, c'est elles qui financent leur accompagnement et en général, elles ont déjà l'envie de chercher autre chose et c'est pour ça qu'elles demandent l'accompagnement. Ça fait partie de la demande de départ. Euh, En revanche, je constate que les entreprises qui financent des accompagnements pour leurs salariés ont au contraire un plus grand pourcentage de personnes qui restent dans l'entreprise parce que c'est un signal fort. Il y a pas juste, c'est pas juste une histoire de financement en fait. C'est un signal fort que l'entreprise est partie prenante de la solution. Et donc, quand c'est le cas, en général, c'est lié avec des discussions entre le salarié, son N+1, les ressources humaines, et parfois même la médecine du travail, de façon à trouver un équilibre qui fonctionne. Et donc, quand c'est le cas, les personnes peuvent retrouver une façon de fonctionner qui leur convient et dans lequel elles peuvent rester à leur poste. Mais je pense que la demande de départ n'est pas la même dans un cas comme dans l'autre. Donc, il y a un biais sur le pourcentage. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de partir n'ont pas forcément envie au départ que ce soit leur employeur qui finance leur accompagnement parce qu'elles n'ont pas envie de se sentir en dette, par exemple. Et inversement, les employeurs qui le proposent avec un salarié qui accepte, déjà, ils ont envie de travailler ensemble pour trouver une solution. Donc, il y a déjà un biais qui sera confirmé par la suite du fait que les deux parties ont envie de rester ensemble après l'épuisement. D'accord.
Alors justement, qu'est-ce qui fait dire après, comment la personne peut savoir que ça y est, c'est le bon moment pour elle de reprendre le travail, alors que ce soit dans son entreprise ou pas dans son entreprise, hein. Mais qu'est-ce qui fait que, allez, c'est bon, c'est le moment. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Le premier qui est indispensable, c'est le fait d'avoir retrouvé de l'énergie. Retrouver de l'énergie, retrouver du plaisir et donc déjà sur des petits objectifs de la vie quotidienne, se sentir en capacité. Être en capacité, si on a des enfants, de gérer euh, toute la folie familiale qui déjà demande beaucoup d'énergie, être capable d'avoir un projet personnel, par exemple. Donc ça, c'est un premier indicateur. Si vous n'êtes pas capable d'organiser les vacances, bon, bah, c'est que c'est pas le bon moment pour reprendre le travail. La deuxième dimension, c'est qu'à un moment, dans cette phase de récupération où vous prenez soin de vous, euh, à un moment, vous allez en avoir marre que votre seul objectif, ce soit vous-même. Vous allez avoir envie de nouveau d'être en lien avec les autres, de nouveau de contribuer à la société. Ça, c'est un signal que c'est le bon moment pour se questionner et préparer le retour au travail. Euh, Après, il y a un paradoxe qui va se passer, c'est que plus vous allez préparer le retour au travail, plus les peurs de rechute vont arriver. Et ça, c'est normal. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre l'idée du retour me terrifie et je replonge avec mes symptômes. Bon, là, c'est que c'est trop tôt. C'est un signal que le corps n'est pas prêt. Et ça m'angoisse, mais je sens que je peux me mettre en action et mettre des éléments en œuvre pour me rassurer. Ça, c'est quand même un signal que vous êtes prêt. Parce que si on attend que tout soit parfait, parfois les peurs vont se nourrir elles-mêmes et puis on va repousser ad vitam aeternam le moment du retour. Et moi, ce que je dis aux personnes, c'est que la peur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une aide. C'est une aide pour être vigilant et se dire, bah, je vais pas retourner dans n'importe quelle condition. Donc cette peur, elle m'aide à avoir cette vigilance de m'assurer que les conditions sont les bonnes pour le retour et aussi cette vigilance vis-à-vis de moi-même, de ne pas me retrouver de nouveau dans les mêmes schémas qui m'ont emmené à l'épuisement. Donc la peur n'est pas un ennemi, c'est plutôt un allié pour affûter notre vigilance. Et oui, parce qu'en plus, on va dire qu'il y a plusieurs degrés. Comme tu le disais, il y a l'anxiété, il y a qui peut être différente une appréhension qui est normale parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois qu'on n'est pas retourné travailler, plusieurs mois qu'on n'est plus avec les collègues, que la société a continué à avancer sans nous et que, bah oui, il y a peut-être eu des modifications, des changements et qu'on ne sait pas tout à fait comment ça va se dérouler quand on va revenir. Et justement, ça m'amène à ça, c'est comment on se prépare à un retour pour qu'il soit réussi, hein, Hmm. dans son entreprise. Hmm. Première question, avoir identifié dans ses propres schémas ce qui fait qu'on s'est retrouvé en épuisement. Donc ça, c'est important avant d'y retourner, d'être clair sur soi et ses schémas pour pouvoir s'observer et se dire, ah, je suis en train d'y retourner, je suis en train de me laisser prendre par soit parfait, par exemple, ou soit fort. Avoir fait le même travail sur l'environnement de travail, qu'est-ce qui, dans mon environnement, a favorisé l'épuisement pour s'assurer en discussion, si c'est possible, avec l'employeur, d'y remédier, en tout cas d'avoir trouvé des solutions, parce que même si on a travaillé sur soi, si rien ne change dans l'environnement, on a beaucoup de chances de se retrouver de nouveau épuisé. Alors, l'exemple que je donne, c'est, imaginons que ce soit la surcharge de travail qui fait que vous êtes écroulé. Vous pouvez faire autant de yoga et de respiration que vous voulez. Si la pile de dossiers est toujours la même, ben, vous êtes toujours en surcharge. Donc ça, c'est les deux éléments préalables. Avoir travaillé en amont sur soi et sur l'environnement de travail. L'idéal ensuite, c'est d'avoir été en contact avec l'employeur pour pouvoir partager et co-créer des bonnes conditions de retour au travail. Et donc, la phrase que je dis, c'est quelles sont les conditions qui vont me permettre de revenir en sécurité et de façon durable. Donc, on n'est pas là pour tirer des avantages, que parfois les gens, alors pas la personne qui le demande, mais en face vont dire oui, ben, il ou elle en profite pour avoir des avantages. Non, l'objectif, c'est revenir en sécurité et de façon durable. Durable, c'est éviter qu'il y ait de nouveau un arrêt dans les mois qui suivent. Et ça peut être une co-création entre le manager, le RH, la personne pour créer les bonnes conditions. Très souvent, dans ces bonnes conditions, avec l'aide du médecin du travail, arrive un aménagement du temps de travail. C'est vraiment quelque chose qui va aider, surtout si l'arrêt a duré plusieurs mois ou plus, avec un temps partiel thérapeutique qui va permettre de reprendre pied étape par étape
et si possible en commençant par des missions plus faciles à aborder, ou en tout cas en évitant celles qui pourraient générer un stress post-traumatique, c'est-à-dire une mémoire qui pourrait activer la mémoire du burn-out qui vient de se passer. Euh, Imaginons que dans votre épuisement, il y ait eu un conflit relationnel avec, je ne sais pas, un client spécifique, ben, vous évitez de reprendre le dossier avec ce client-là au moment de la reprise. Et toi qui interviens avec des entreprises et qui fais des accompagnements qui sont financés par l'entreprise, est-ce que parfois tu es amené, par exemple, à faire une information auprès de l'équipe ou auprès du manager avec quelqu'un qui ne connaîtrait pas très bien ce que c'est que le burn-out et qui aurait quelques incompréhensions justement par rapport à la personne qui est partie? Est-ce que ça s'est déjà arrivé de faire une communication dans ce sens-là? Alors, donc, ça m'est déjà arrivé, mais souvent en collectif, c'est-à-dire qui ne demandent pas juste pour un seul manager qui est celui qui est concerné, mais dans ce cas, ils en profitent avec deux niveaux en fonction de l'intensité qu'ils veulent mettre. Soit c'est juste une conférence de prévention où je partage vraiment les bases de qu'est-ce que le burn-out, quels sont les signes avant-coureurs, quels sont les éléments de l'environnement de travail, puisque c'est sur ça que l'entreprise peut travailler. Soit il y en a qui vont jusqu'au pas de faire une formation d'une journée ou 2 journées en fonction des objectifs qu'on met dedans, de façon à ce que les managers, les RH ou parfois même les membres CSE ou préventeurs RPS puissent vraiment comprendre profondément qu'est-ce que c'est que ce syndrome et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, à eux. Hein. Le but, c'est pas qu'ils deviennent ni psychologue, ni coach, ni quoi que ce soit, mais à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner au mieux les collaborateurs qui sont concernés. Et quand les personnes vont retourner au travail, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors évidemment, chacun fait aussi comme il le ressent et comme il en a envie. Mais est-ce que tu leur conseilles d'en parler, de dire ce pourquoi elles ont été arrêtées, ou est-ce que tu leur conseilles de... Enfin, c'est pas que tu leur conseilles de ne rien dire, évidemment, c'est elles qui vont décider. Comment tu peux les aiguiller, en fait? Tu sais, moi j'ai une casquette de coach et Mm. donc un des éléments de notre métier, c'est justement qu'on va faire attention à ne pas donner de conseils, mais d'accompagner la personne à trouver la juste, enfin la ligne qui est juste pour elle. Donc c'est OK, les deux positions sont OK. Maintenant, si ta question était quelle est ma préférence personnelle pour moi, pas pour les autres, mais pour moi, en l'occurrence, moi j'ai fait le choix d'en parler et notamment pour une raison importante qui était le fait que quand moi je me suis épuisée, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même état, certaines qui avaient été en arrêt ou d'autres que je voyais qui étaient vraiment en état de stress chronique et pour lesquelles c'était possible de faire quelque chose. Donc si moi j'ouvrais la parole sur le sujet devenait, sortait du tabou et devenait un élément que l'entreprise pouvait prendre en compte. Donc, c'est le choix que j'ai fait, que je continue à faire, puisque enfin, je ne me cache pas du fait que je l'ai vécu, même si je l'accompagne aujourd'hui. Et moi, ce que je remarque, c'est que quand on est aligné avec cette communication, c'est-à-dire qu'on se sent OK avec le fait de le dire, les personnes sont OK avec le fait de le recevoir en face. Et souvent, les personnes qui ont vécu un burn-out ont peur d'être méjugées, de qu'on leur confie plus des projets importants, etc. Alors que moi, ce que je constate, c'est qu'au contraire, elles vont pouvoir exprimer tout ce qu'elles ont pu faire comme cheminement interne, comme progression, développement personnel, qui en fait qu'aujourd'hui, ça va être des personnes plus aptes sur certaines dimensions qu'elles ne l'étaient auparavant. Ce qui est sûr, c'est que la question du pourquoi va se poser de toute manière au retour. Et je vois les personnes que j'accompagne, elles ont choisi d'en parler à leur retour. Déjà parce qu'elles voulaient en parler, et aussi parce que bah, ne pas en parler, bah, ça peut être compliqué quand on retourne dans son entreprise, car bah, après plusieurs mois d'absence, les collègues vont poser des questions, c'est sûr. Et si on a décidé de ne rien dire, ça peut vite devenir difficile à gérer. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui préfèrent invoquer une autre raison médicale à leur absence, mais ça peut être compliqué si on est bah, proche de ses collègues, évidemment. Mm. Bon, au final, évidemment, hein, chacun fait comme il le sent, mais j'ai l'impression que ne pas en parler, bah, c'est vrai que ça peut ajouter une couche de complexité au retour, on va dire. Souvent, les gens qui vont choisir de ne pas en parler vont être aussi des personnes qui quittent l'entreprise et donc qui Mm. vont, dans leur nouvelle entreprise, essayer de mettre ça de côté.
Euh, mais voilà, en tout cas, dans les personnes qui en parlent, quand on est capable d'avoir un alignement et d'être OK, c'est-à-dire de ne pas fondre en larmes au moment où on en parle, donc il faut avoir un petit peu guéri, voilà, pour pouvoir ouvrir la parole. Elles vont même plutôt l'utiliser comme un atout. Et aujourd'hui, dans les gens que j'accompagne, elles en ont plus souvent parlé et l'ont même mis en avant, par exemple, pour prendre un poste de manager, de dire, ben voilà, moi justement, je suis en capacité d'aller aborder des sujets sensibles, de faire attention à la relation, prendre soin des conflits éventuels qu'il peut y avoir dans l'équipe ou avoir changé ma posture de manager vis-à-vis de la surcharge et du stress que je pouvais transmettre aussi à mes collègues. Donc, quelque part, quelqu'un qui est déjà passé par là, c'est quelqu'un qui est averti et qui va pouvoir prendre soin des autres et de lui avec une plus grande vigilance. Alors, je vois que le temps tourne, donc voilà, on arrive un petit peu vers la fin, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Je voulais te demander pour quelqu'un donc qui retourne au travail, pour éviter la rechute, tu parles des garde-fous avec lui ou avec elle avant qu'elle reparte? Oui, je les invite à définir quels sont les garde-fous qu'ils se mettent vis-à-vis d'eux-mêmes, comme un accord, un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors, ce que j'observe, c'est qu'au départ, souvent, les garde-fous sont assez stricts. Donc, par exemple, sur les horaires de travail, sur le fait de dire non, etc. Et puis, plus la nouvelle vie se déroule et les personnes prennent l'habitude de s'écouter, observent qu'elles sont capables d'être en capacité d'écouter leur corps, plus ces garde-fous s'assouplissent de façon à devenir une hygiène de vie, mais en étant moins rigide. Mais très souvent, au départ, la façon la plus simple de le faire, c'est d'avoir une rigidité dans ses garde-fous, ce qui permet aussi de le communiquer aux autres et de dire, bon, bah, à partir de maintenant, j'accepterai plus les réunions après 18 heures. Le midi, je prends une pause pour prendre soin de moi. Le lundi, j'ai encore mes rendez-vous thérapeutiques, etc. Et ça permet d'être clair dans la communication avec les autres et quelque part de se rassurer en se disant qu'on a mis des limites et j'observe souvent qu'elles s'assouplissent, non pas parce que les bonnes habitudes se perdent, mais plutôt parce que les personnes ont développé la capacité à s'observer et à gérer de façon souple leur énergie. Mm. On arrive donc vers la fin de cet épisode. Alors, je voulais te demander si tu pouvais résumer en 3 points. Pour toi, qu'est-ce qui te semble essentiel pour réussir son retour au travail? Pour réussir son retour au travail, le premier point, c'est d'avoir récupéré de l'énergie et renoué avec les émotions positives. Pas de retour tant qu'on n'a pas récupéré. Ça, c'est essentiel. Deuxième point, d'avoir travaillé sur soi. Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans cet état et d'avoir fait un cheminement interne et personnel de façon à avoir changé son comportement vis-à-vis du travail notamment. Et le troisième point, c'est d'aborder ce sujet retour au travail avec un état d'esprit positif, avec l'envie de s'épanouir. Et quand c'est l'envie qui nous guide, on arrive toujours au bon endroit. Ah, j'aime bien qu'on finisse sur l'envie comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur cette thématique? Je dirais, je conclurai sur un élément qu'on a partagé en introduction. Vraiment, j'invite chacun des auditeurs à embrasser l'idée que le burn-out peut être une opportunité, mais qu'il vous appartient à vous de saisir cette opportunité. C'est dans votre capacité de le faire, mais c'est aussi dans votre responsabilité de le transformer. Ça va pas se faire sans un effort. Donc, c'est un travail personnel quelque part. Ce burn-out, c'est un projet personnel de transformation. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je voulais juste en profiter parce que quand même, il y a une grande nouvelle parce que ton livre en fait sort en deuxième. Il y a une seconde édition qui sort là très prochainement. Si tu peux nous en dire 2 mots. Oui, donc il y a une deuxième édition qui sort le 4 avril du livre Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. Et dans cette nouvelle édition, j'ai rajouté des encarts spécifiquement pour les RH, les managers qui ont envie de mieux comprendre ce qu'est le burn-out et de savoir concrètement comment accompagner leurs collaborateurs. Donc il y a des encarts spécifiques pour les entreprises. Et puis à la fin, il y a des témoignages de personnes qui ont réussi
à atteindre cette nouvelle vie, une nouvelle vie épanouissante qui vous raconte tout le déroulé depuis l'apparition du burn-out jusqu'à ce qu'ils ont fait à l'intérieur pour aller mieux et enfin comment ils ont pu identifier une voie professionnelle qui les épanouit. Et vraiment avec tous les types d'axes, donc des personnes qui se sont reconverties, des personnes qui sont retournées au même poste, et puis il y a aussi un chef d'entreprise, puisque parfois on pense qu'il n'y a que les salariés concernés, mais pas du tout, les chefs d'entreprise, les indépendants aussi. Oui, c'est sûr que pour les indépendants, c'est aussi un sujet qui mériterait un épisode entier. Peut-être dans un prochain, pourquoi pas, je verrai. Alors Astrid, bah, écoute, je te remercie infiniment pour cette interview et toutes les informations que tu as partagées, qui vont beaucoup intéresser évidemment nos auditeurs et nos auditrices qui sont en burn-out, parce que ça donne des pistes sur les choses à faire et puis ça donne de l'espoir aussi. Donc ça, c'est hyper important. Donc un grand merci et je te dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.